C'est aujourd'hui l'une des questions politiques les plus délicates, les plus clivées, les plus conflictuelles qui soient. La France doit-elle sortir du nucléaire ? D'un côté, les défenseurs de l'atome vantent les mérites d'une énergie qui émet en continu, repose sur un combustible disponible à profusion, confère un atout géostratégique certain et surtout, émet très peu de CO2. À l'heure de l'urgence climatique, est-il vraiment raisonnable de nous passer du nucléaire ? En face, les pourfendeurs de l'atome alertent sur les dangers d'une énergie sale, dont les déchets resteront radioactifs pour des milliers d'années et qui fait peser sur nous constamment le risque d'un accident catastrophique. À l'heure des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien, est-il vraiment raisonnable de persévérer dans le nucléaire ? Deux camps irréconciliables donc, avec d'excellents arguments de chaque côté. Et pourtant, il va bien nous falloir choisir, et choisir très vite. Les 18 centrales françaises vieillissent. Début 2020, les 2 réacteurs de Fessenheim ont été arrêtés. Dans les décennies qui viennent, d'autres suivront, de plus en plus nombreux. Que se passera-t-il alors ? Aurons-nous construit de nouvelles centrales nucléaires, plus sûres, plus efficaces ? Aurons-nous au contraire investi massivement dans les énergies renouvelables afin de préserver l'indépendance de la France ? Ou bien n'aurons-nous rien décidé ? Et dans ce cas, quoi ? Reconstruirons-nous en urgence des centrales à gaz ? Importerons-nous de l'énergie de l'étranger ? Une chose est sûre, l'heure du choix est devant nous. Alors, faut-il arrêter nos centrales nucléaires ? Bienvenue dans Viens voir les docteurs, épisode 9, saison 2. Bienvenue donc dans Viens voir les docteurs. Faut-il arrêter nos centrales nucléaires ? C'est la question qui nous occupe aujourd'hui. Et pour traiter de cette question à la fois passionnante et clivée, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir vous trois, messieurs. François-Marie Bréon d'abord. On vous avait déjà reçu, vous aviez parrainé la toute première émission de Viens voir les docteurs. Vous êtes physicien et climatologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et vous avez contribué au 5e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. À vos côtés, Nicolas Goldberg. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant, expert énergie chez Columbus Consulting et vous intervenez régulièrement dans le débat public sur les questions d'énergie et de nucléaire. Et enfin, Yves Marignac. Yves, bonjour. Bonjour. Yves, vous êtes spécialiste des questions d'énergie et de nucléaire et porte-parole et contributeur de l'association Négawatt, association qui a étudié les conditions dans lesquelles la France pourrait atteindre 100% d'énergie renouvelable et donc sortir à la fois du nucléaire et des énergies fossiles. Avec vous, messieurs, on va donc parler de ces 2 questions qui sont liées, la question de l'énergie et de la transition énergétique et la question du nucléaire. On y vient dans un instant. Mon objectif, c'est de permettre aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent de se forger leur opinion sur cette question parce que, précisément, on voit bien que 2 positions coexistent. Et la question, c'est de savoir quels sont les arguments à l'appui de l'une et de l'autre. Mais avant d'y venir, j'aimerais revenir sur une question qui est beaucoup plus générale, mais qui me semble nécessaire de poser comme préalable, qui est la question du réchauffement climatique et de la transition énergétique. Et je me tourne peut-être d'abord vers vous, François-Marie Bréon. Vous êtes climatologue, mais vous vous intéressez à l'énergie. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi les 2 questions sont liées, le climat et l'énergie ? Donc effectivement, je m'intéresse à l'énergie parce que je suis climatologue. Dans mon travail, j'ai pris conscience du danger du changement climatique. Et ce changement climatique, il est généré essentiellement par l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz sont émis un petit peu par l'agriculture, un petit peu par la déforestation, mais à 80% par le fait qu'en brûlant du charbon, en brûlant du gaz naturel, en brûlant du pétrole, on met du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et ce dioxyde de carbone s'accumule. Donc, si on veut lutter contre le changement climatique, il faut absolument réduire ces émissions, les réduire le plus rapidement possible et les faire descendre jusqu'à des émissions nettes qui peuvent aller vers 0 à l'échelle 2050. C'est un petit peu un objectif qu'on s'est fixé dans un objectif de limiter le changement climatique à 2 degrés. Voilà, c'est parce que nous consommons trop d'énergie, et notamment trop d'énergie fossile, que notre climat se réchauffe. Est-ce que vous pouvez préciser, parce que ça non plus, je ne suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde, la différence qu'il y a entre énergie et électricité ?
Eh ben, l'électricité est une des formes de transport d'énergie. En fait, en France, même quand on dit que la France est tout nucléaire, en fait, il y a seulement 20% de notre énergie qui est de l'électricité, effectivement. Le reste, ce sont des combustibles fossiles. C'est l'essence, c'est le gaz naturel et c'est encore un tout petit peu le charbon. Donc effectivement, il faut bien voir que l'électricité, c'est une toute petite part. C'est une petite part qu'on peut envisager de décarboner. Parce qu'on peut envisager d'avoir une électricité non carbonée. Par contre, il est difficile d'envisager d'avoir une essence qui est décarbonée ou un gaz naturel qui est décarboné. Du coup, la transition énergétique dont on va parler, ça va considérer à sortir le plus rapidement possible des énergies fossiles, donc se débarrasser de l'essence, se débarrasser du gaz naturel en France, du charbon dans d'autres pays, mais pour le remplacer par une partie de sobriété, donc diminuer notre consommation d'énergie, mais je pense aussi d'un transfert des usages vers l'électricité. L'électricité, ça veut dire le transport électrique. On a tous entendu parler de la voiture électrique, mais on peut aussi envisager du chauffage électrique, en particulier avec les pompes à chaleur. Et même dans l'industrie, il y a plein de choses qui, aujourd'hui, sont des sources d'énergie carbonée qui pourraient devenir plus électriques, mais à condition qu'on ait une électricité qui soit peu carbonée. Voilà, c'est quand je branche un appareil dans ma prise de courant, je consomme de l'électricité. Quand je mets de l'essence dans ma voiture, je consomme de l'énergie. Et quand on parle du nucléaire, on parle bien de l'électricité. Donc ça veut dire que déjà, c'est important de le dire, c'est-à-dire que la question énergétique, elle est absolument centrale. La première des questions, c'est réduire notre dépendance au pétrole, au gaz. Et là-dedans, il y a la question de l'électricité. Et dans la question de l'électricité, il y a la question du nucléaire. Donc on est sur un débat qui est important et qui est un petit débat au sein d'un débat beaucoup plus grand. Nicolas Goldberg, je me tourne vers vous parce que nous allons devoir faire une transition énergétique. On va devoir passer d'une énergie où on consommait beaucoup de charbon, beaucoup de bois, beaucoup de gaz, vers une énergie ou un mix énergétique, ce qu'on appelle, où on consomme plus du tout d'énergie fossile ou le moins possible. Et il y a un graphique que vous nous avez envoyé, qu'on voulait montrer aux téléspectateurs, c'est l'évolution de la consommation des énergies dans le temps sur la longue période. Voilà, on voit le graphique s'afficher. Est-ce que vous pouvez nous commenter ce graphique, Nicolas, en répondant à la question suivante? Est-ce qu'on a déjà fait une transition énergétique dans l'histoire? Des transitions énergétiques, on en a fait plein. Et ce graphique-là le montre. Si à un moment, il y a bien une explosion de la consommation énergétique dans le passé, donc autour des deux révolutions industrielles, c'est bien parce qu'il y a déjà eu des transitions énergétiques où on a commencé à exploiter plus d'énergie, beaucoup plus concentré en potentiel énergétique que ce qu'on utilisait avant. Et c'est avec ça qu'on a révolutionné les usages. On a eu le charbon et le pétrole. Le charbon au début et le pétrole après. Il faut bien voir qu'aujourd'hui encore, ces deux énergies sont majeures dans notre mix énergétique, ce qu'on consomme aujourd'hui. Vous savez, quand on parle en France du charbon, on a l'impression de voir Germinal, on se dit c'est fini. Dans le monde, l'électricité, c'est surtout produit à base de charbon. Et il y a encore, même en France, un petit peu de charbon. Et justement, l'idée est d'en sortir d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. En fait, on verra ce que ça donne. Ce qu'on voit sur ce graphique, au fond, si je vous suis bien, c'est que aucune énergie n'a jamais remplacé une énergie précédente. Elles se sont toutes accumulées les unes aux autres, sans jamais que l'une disparaisse. Effectivement, si on regarde sur ce temps court, parce qu'il faut bien voir que les révolutions industrielles, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est quand même récent par rapport à nous. On a eu d'abord le charbon, puis le pétrole, le gaz naturel, et se sont ajoutés après le nucléaire et le gaz. Et en fait, dans la façon dont on conçoit aujourd'hui les énergies, on est dans une course à l'ajout. Et si vous voulez, quand on parle de renouvelables aujourd'hui dans le débat, et je pense qu'on en parlera, là où c'est mal posé, c'est qu'on voit ça comme un ajout d'énergie pour se dire, on va faire des nouvelles choses, mais on va le faire de manière décarbonée. Le problème, c'est d'arriver à sortir de toutes les énergies fossiles qu'on utilise déjà aujourd'hui, donc gaz naturel, charbon et pétrole, sans se dire qu'on va ajouter à chaque fois des nouvelles énergies pour faire plus de choses. Et c'est pour ça que, pour nous trois sur le plateau, la question du besoin énergétique et de l'efficacité avec laquelle on utilise cette énergie
est complètement centrale avant de se dire, bon, et comment je la produis, comment je produis l'énergie dont j'ai effectivement besoin une fois que je me suis interrogé sur mon besoin et comment je le fais de manière la plus efficace. Est-ce que j'utilise un vecteur électrique, mais produit à partir de nucléaire ou de renouvelable? Est-ce que j'utilise du biométhane que je peux produire en petite quantité? Est-ce que j'utilise un peu de bois, mais en veillant bien à replanter les arbres derrière pour éviter d'accentuer la déforestation. Voilà, mais il faut bien faire ce débat sur les 3 leviers, parce que le problème et la façon dont moi j'ai l'impression que le débat est posé aujourd'hui, c'est qu'on se dit on va faire du renouvelable ou du nucléaire, mais que tout ça ne va faire que s'ajouter à chaque fois au stock, et donc on ne va pas du tout résoudre le problème climatique. François-Marie, je vous voyais le verbe, un petit mot. Il a été dit là que les énergies se sont toujours empilées les unes sur les autres. C'est vrai au niveau mondial, c'est pas forcément vrai au niveau national. Au niveau national, il y a eu des transitions avec des énergies qui se sont substituées à d'autres. Donc la précision mérite d'être faite, c'est notamment le cas, je crois, en France. Alors, Yves Marignac, je me tourne vers vous parce que là, en fait, ce qu'on vient de voir, c'est que avant même de parler de la question nucléaire versus énergie renouvelable, qui, on va le voir, est un débat important, on voit que le premier enjeu, c'est réussir à sortir du fossile, à sortir du gaz, à sortir du charbon, et pour cela, à sortir de l'essence. Et pour cela, il va bien falloir faire de l'efficacité, de la sobriété. Alors, les termes ont déjà été prononcés. Et je sais que vous êtes porte-parole de l'association Négawatt, et c'est une association qui a beaucoup mis en avant cette exigence de sobriété et d'efficacité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est exactement? Alors, avant ça, je vais vous dire pourquoi, parce que le graphique de Nicolas Goldberg l'explique complètement. C'est-à-dire qu'on voit bien dans cette histoire, à la fois le fait que chaque grande étape de l'évolution de l'humanité s'est accompagné d'un changement de notre rapport à l'énergie et d'un accès à de nouvelles formes d'énergie, et notamment les énergies fossiles, avec la révolution industrielle qui a permis l'accès à ces formes extrêmement condensées d'énergie. Mais on voit bien aussi que dans cette histoire, même s'il y a techniquement et géographiquement des substitutions, globalement c'est une histoire d'addition. Or aujourd'hui, la question du climat, mais pas que du climat, parce qu'il faut parler biodiversité, il faut parler épuisement de ressources, c'est une question d'atteinte des limites de la planète. Et face à l'atteinte des limites de la planète, il n'est effectivement plus question d'additionner, il est question de substituer. Et donc la clé pour que des nouvelles énergies que l'on peut développer aujourd'hui, qui sont décarbonées, et notamment les énergies renouvelables, qui font l'objet vraiment de progrès énormes actuellement, la clé pour qu'elles viennent remplacer les énergies sur lesquelles notre système est fondé, c'est bien de changer ce système. Je dis souvent, le système énergétique fait société. L'énergie fait système, et ce système fait société. Donc il faut changer ce système énergétique, et pour ça, il faut travailler sur les modes de production, mais aussi sur les modes de consommation. Et donc c'est là que la sobriété et l'efficacité interviennent, c'est-à-dire à la fois le fait, c'est l'efficacité d'être plus performant sur l'ensemble des chaînes techniques. Chaque fois qu'on transforme ou transporte de l'énergie, réduire les pertes, améliorer les rendements. Mais aussi la sobriété, c'est-à-dire s'interroger in fine, et ça doit venir en fait en premier aujourd'hui dans notre approche de l'énergie, sur les raisons pour lesquelles on la consomme, sur les services que nous rend l'énergie, et la sobriété qui est souvent perçue avec une connotation de décroissance ou de contrainte, de notre point de vue, c'est pas du tout ça. C'est simplement une intelligence individuelle et collective sur les usages. C'est arrêter de consommer de l'énergie là où en réalité elle ne nous rend pas ou pas suffisamment de services. Et ce champ et ce potentiel est immense. Et c'est effectivement, comme on l'a déjà dit, la condition pour pouvoir se poser ensuite réellement des questions sur les choix que l'on fait en matière d'énergie qu'on développe. Alors, ça me semblait important de poser toutes ces questions-là en préambule pour bien montrer que la priorité aujourd'hui, quand on parle d'énergie, c'est de réussir à décroître, à faire décroître notre consommation, que ce soit donc en utilisant de l'efficacité, on le fait en utilisant moins d'énergie, ou de la sobriété. On arrête d'en dépenser là où on pense que ce n'est pas nécessaire ou superflu. Et puis se pose malgré tout derrière quand même cette question du mix énergétique, c'est qu'à la fin, il va bien falloir quand même continuer de nous alimenter en énergie, et l'objectif, c'est de réussir à utiliser une énergie décarbonée. Des énergies décarbonées, on en connaît plusieurs, les énergies renouvelables, le soleil, l'éolien, on va y venir d'ailleurs, et puis le nucléaire. Et ça aussi, je pense qu'on va en débattre. Mais d'abord, je voulais vous montrer cette vidéo du président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a récemment pris position assez nettement en faveur de l'énergie nucléaire et qui faisait, vous allez le voir, le lien entre énergie nucléaire et écologie. Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire.
Je suis conscient, bien sûr, que beaucoup de nos concitoyens pensent que le nucléaire pollue l'air et qu'il émet des gaz à effet de serre. L'image de la fumée sortant du réacteur a la vie dure. Or, et vous le savez ici mieux qu'ailleurs, c'est tout le contraire. L'énergie nucléaire est l'énergie non intermittente qui émet le moins de CO2. Emmanuel Macron, le 8 décembre dernier, dans un discours important sur le nucléaire. François-Marie Bréon, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le président de la République? Est-ce que pour vous, l'énergie nucléaire est celle qui émet le moins de CO2? Ou l'une de celles qui émet le moins de CO2? C'est très très clairement l'une de celles qui émet le moins de CO2. Et avec l'avantage en plus qu'elle est pilotable, c'est-à-dire qu'elle peut être fournie à la demande. Avec l'hydraulique, vous avez dans votre liste des énergies renouvelables que vous avez citée il y a quelques minutes, vous avez oublié l'hydraulique, qui pourtant est la première des énergies renouvelables aujourd'hui et qui, elle aussi, comme le nucléaire, a l'énorme avantage d'être pilotable, c'est-à-dire qu'on peut choisir de la faire fonctionner ou pas. Mais elle est dépendante, l'hydraulique pour le coup, elle est très dépendante de la situation géographique et topologique d'un pays. Absolument. En France, on aura du mal à faire 100% d'hydraulique, j'imagine. Absolument. Aujourd'hui, déjà, il faut bien voir que souvent, quand on parle de 100% renouvelable, en fait, on parle de 100% d'électricité renouvelable. Oui. On ne parle pas de 100% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il y a des pays dans le monde qui sont en 100% d'électricité renouvelable. Ce sont uniquement des pays qui ont des circonstances géographiques particulières. Le premier, c'est la Norvège, effectivement. Et la France a de l'hydraulique. La France a encore quand même une bonne dizaine de % de son électricité qui est fournie par l'hydraulique. En plus, en France, l'hydraulique apporte une flexibilité qui est extrêmement importante dans le mix énergétique. Donc la part de l'hydraulique dans le mix électrique français est extrêmement importante. Plus par la quantité, mais surtout par justement le service qu'elle apporte par rapport à ça. Donc oui, mais ensuite le nucléaire, il apporte la base, il apporte une base peu carbonée qui est disponible pratiquement à la demande. Alors l'énergie nucléaire, donc une énergie décarbonée, et puis François-Marie Bréon, vous venez de le dire, une énergie qui a un avantage en termes de réseau. Alors il faut peut-être expliquer ça aux personnes qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas familiers de ces questions-là. Nicolas Goldberg, je sais que c'est une des questions sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que vous pouvez expliquer simplement en quoi est-ce que le nucléaire c'est intéressant pour le réseau électrique? En fait, ce qu'il faut bien comprendre quand on utilise de l'électricité, c'est qu'elle est consommée au moment où elle est produite. C'est quelque chose qui se stocke assez mal. Et même quand on dit qu'elle se stocke, en fait, c'est un abus de langage. C'est-à-dire qu'en général, quand on dit qu'on stocke de l'électricité, en fait, on la transforme en une autre énergie pour pouvoir refaire de l'électricité derrière. L'exemple typique, tout le monde a les voitures électriques en tête, c'est-à-dire qu'on recharge la voiture électrique, donc on fait une transformation électrochimique pour stocker de l'énergie dans une batterie qui ensuite refait de l'électricité pour faire avancer la voiture. Mais en fait, le moyen le plus simple et le plus répandu aujourd'hui pour stocker de l'électricité, c'est de remonter de l'eau dans un barrage et de refaire descendre l'eau pour produire de l'électricité. C'est comme ça qu'on stocke l'électricité aujourd'hui, qu'on abuse du langage en disant qu'on stocke de l'électricité. Donc c'est ça le sujet le plus complexe sur l'électricité. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que stocker de l'énergie, c'est très compliqué. C'est même pas possible. Stocker de l'électricité, ce n'est pas possible. On est obligé de faire une transformation énergétique. On recharge un barrage ou on recharge une batterie pour ensuite refaire de l'électricité. Et donc, quand on utilise de l'électricité, il faut avoir la garantie qu'à tout moment, production soit égale à consommation. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, quand on utilise historiquement, on a fait de l'électricité beaucoup avec des moyens fossiles, c'est-à-dire des centrales à charbon, puis à gaz. On a fait beaucoup d'hydroélectricité en France, Amérique du Sud, Norvège, pour dire voilà, en fait, il faut que je puisse ajuster la production d'électricité pour qu'à tout moment, elle suive la consommation. Avec l'éolien et le solaire, vous êtes face à des énergies fatales. Ça veut dire qu'elles vont produire quand il y aura du vent et du soleil. Et si vous ne consommez pas l'électricité à ce moment-là, soit vous la stockez, mais c'est très compliqué à grande échelle, soit elle est perdue. Donc effectivement, quand on dit le grand débat entre le nucléaire versus l'éolien et le solaire, c'est de dire que
voilà, le nucléaire peut produire sur demande. Alors bien sûr, parfois on arrête une centrale nucléaire, mais quand on a 2 centrales nucléaires à 2 endroits différents, on se dit voilà, il y a peu de chances que les 2 tombent en même temps. Par contre, quand il n'y a pas de vent sur une large surface géographique, il n'y a pas d'énergie éolienne. Et justement, c'est ça la vraie question qu'on se pose aujourd'hui pour la production d'électricité, c'est de dire oui, mais si on fait beaucoup d'éolien et de solaire, est-ce qu'on arrivera à assurer à tout moment que consommation sera égale à production? Est-ce qu'on ne devra pas, et je pense qu'on y viendra dans le bar, est-ce qu'on ne devra pas aussi jouer sur la consommation, sur le fait de pouvoir l'ajuster, justement pour faire correspondre la consommation à la production? Le débat, là, il est posé. Une centrale nucléaire, elle émet tout le temps, à peu près comme on veut, sauf les moments où on a besoin de l'entretenir, alors qu'une éolienne, elle ne produit pas d'électricité s'il n'y a pas de vent, et un panneau solaire ne produit pas d'électricité s'il n'y a pas de soleil. Yves Marignac, vous, l'association dont vous êtes le porte-parole, a justement imaginé un scénario 100% renouvelable, c'est-à-dire qu'on sortirait des énergies qu'on peut mobiliser à la demande, c'est-à-dire le nucléaire, mais également le charbon ou le gaz. Est-ce que c'est possible, selon vous, d'équilibrer un réseau électrique qui marche même quand il n'y a pas de vent et pas de soleil? Oui, c'est possible, et on a même de plus en plus d'éléments pour le penser, mais effectivement, c'est un vrai défi, à la fois parce que techniquement, il faut mettre en place les éléments, et surtout parce que ça appelle un changement profond du système électrique dans son ensemble. On vient de le dire, le système électrique, il a été construit essentiellement autour de centrales pilotables, pas tellement le nucléaire. On a une image très déformée en France, compte tenu de la part du nucléaire dans l'électricité, mais mondialement, le nucléaire, c'est 10% de l'électricité. Le système électrique, il est essentiellement fondé sur des centrales thermiques pilotables. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a à la fois envie de développer le rôle de l'électricité, parce que c'est la forme la plus moderne, la plus propice aux usages que l'on veut faire de l'énergie, et parce que c'est celle que l'on peut, en termes de production, décarboner le plus facilement. Sauf que le système électrique est ce qu'il est, et qu'aujourd'hui, il ne fonctionne qu'avec une adéquation entre production et consommation. Or, vous avez d'un côté les renouvelables, dont pour une partie l'hydraulique est évidemment à part, et le pilotable à partir d'énergie renouvelable issue de la biomasse que l'on peut faire fonctionner dans cette centrale thermique. Mais pour l'éolien et le photovoltaïque, on est sur une production variable. Et pour le nucléaire, on est sur une production qui a plutôt vocation à être en base. Et donc en fait, ni l'un ni l'autre ne match avec un système électrique dont la consommation est variable, d'autant plus si on multiplie nos usages de l'électricité. Donc on a besoin de nouvelles briques. Ces briques, c'est de la flexibilité sur la demande, le fait de pouvoir piloter un certain nombre de consommations pour les faire coïncider au moment où les renouvelables produisent. Et puis, c'est des briques associées au stockage. On a déjà parlé de ces stations de pompage liées à l'hydraulique. On a évoqué les batteries, mais les batteries, c'est des quantités d'énergie et des durées de stockage extrêmement faibles. Il y a un nouvel élément qui est apparu depuis une dizaine d'années dans le paysage, qui est ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des excédents de production d'électricité. Typiquement, quand on a beaucoup de photovoltaïque qui produit en milieu de journée, pour, par électrolyse, former de l'hydrogène, stocker cet hydrogène ou le recombiner pour former du méthane, donc la même molécule que le gaz naturel, mais issue d'une électricité renouvelable. Et là, on a une molécule qui est facilement stockable, qui peut servir à d'autres usages et qui peut aussi être restituée sous forme d'électricité dans une centrale thermique. Et aujourd'hui, clairement, quand on met bout à bout tous ces éléments, le foisonnement, la diversité des énergies renouvelables, la possibilité de piloter la demande et les différentes solutions de stockage, il n'y a plus aucun doute vraiment sur la faisabilité d'un système 100% renouvelable. La question, c'est quel est le coût de transformation du système actuel vers ce système-là. Alors, François-Marie Bréon et Nicolas Goldberg, je vous vois dodeliner de la tête. Donc là, j'ai l'impression qu'on commence à arriver à l'endroit où il y a des points de divergence. Donc, d'un côté, on voit bien comment est-ce que le nucléaire, aujourd'hui, permet de faire fonctionner un réseau. Et Yves Marignac nous explique qu'avec toute une série de nouveaux processus et de nouvelles technologies, on peut équilibrer un réseau 100% renouvelable. François-Marie Bréon, vous, ça vous semble réaliste ou vous émettez des réserves? Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'aujourd'hui, donc pour faire face à la variation de la demande, une grosse partie, c'est en utilisant le nucléaire, parce qu'effectivement, typiquement, il y a moins de consommation en été qu'en hiver, et ben on s'arrange pour faire les maintenances des centrales nucléaires pendant l'été pour que le maximum de centrales soit disponible pendant l'hiver. Du coup, la
production s'ajuste à la demande telle qu'on l'a aujourd'hui. Alors ensuite, est-ce que c'est possible de faire du 100% renouvelable dans le futur ? Il y a des scénarios qui disent que c'est possible, mais avec des développements techniques qui, aujourd'hui, ne sont pas vraiment validés. C'est-à-dire qu'aucun pays n'a basé son système électrique sur l'éolien ou sur le photovoltaïque. Il y a certains pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui l'ont basé sur l'hydraulique. Et tout ce pari de dire on va réussir à faire du power to gas, par exemple, pour le moment, ça n'a jamais été fait, quoi. Et donc, si on se dit on va faire ça dans le futur, c'est vraiment un pari sur l'avenir. Et si on rate ce pari, ça veut dire qu'on va continuer à émettre des gaz à effet de serre. Et donc, on aura raté les objectifs climatiques. Nicolas Goldberg, je vous ai vu dodeliner 2 fois de la tête en écoutant Yves Marignac et en écoutant François-Marie Bréaume. Aujourd'hui, on est sur des expérimentations industrielles. C'est-à-dire que même en France, il y a des expérimentations. On verra comment ça passe à l'échelle et ce qu'on pourra en faire. Et après, autour de toute la faisabilité d'un scénario 100% renouvelable, au-delà du technique, ça pose la question de oui, mais combien de stockage on mettra derrière, sachant que le stockage, c'est quand même très consommateur de ressources et ça occupe un certain espace. Il y a la question de comment on va flexibiliser les usages derrière et quel sera le gisement de flexibilité qu'on pourra avoir, parce qu'aujourd'hui, flexibiliser en partie des usages, on l'a un peu fait. C'est-à-dire qu'il y a des industriels aujourd'hui qu'on peut couper à distance quand la demande d'électricité est trop haute. Ça pose pas de problème parce que c'est des petits volumes. Quand on va arriver sur des grands volumes, et là je pense sur un autre scénario 100% électrique qui a été donné, qui est celui de l'ADEME, quand on arrive sur des grands volumes, on dit c'est 60% de la consommation électrique qu'on doit pouvoir ajuster. Ça pose des questions d'acceptation sociale et du service qu'on attend effectivement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que là, ça, c'est des chiffres, les gens comprennent. Concrètement, ça veut dire les 2/3 de votre électricité, il faudra pouvoir le couper à tout moment. Donc, ça veut dire que si on n'a pas assez d'électricité, vous n'allumez pas votre chauffage. Vous ne pouvez pas allumer votre chauffage. Ça veut dire qu'on le coupe à un certain moment. On coupe aussi les réfrigérateurs et tout un tas d'usages liés à l'électricité. Flexibiliser l'usage, ça veut dire ça. Et ensuite, on peut le déporter. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, sur telle plage horaire, vous ne pouvez pas consommer un certain nombre d'électricité. Par contre, après, une fois que le réseau sera moins tendu, vous pourrez le faire. C'est ça la flexibilité de l'usage. Donc, quand on est sur des petits volumes, sur essentiellement de l'industriel, ça pose aucun problème. Et les industriels sont rémunérés pour ça, d'ailleurs. Quand on arrive sur des grands volumes, moi, je pose la question de, OK, jusqu'où on va chercher ces flexibilités ? Quelle va être l'acceptabilité sociale ? Comment est-ce qu'on va la rémunérer ou non ? D'ailleurs. Donc voilà, c'est ça, quand on parle de faisabilité de 100% ENR, je pense qu'il faut regarder ENR, énergie renouvelable, dans l'électricité, il faut regarder toute la consommation de matière qu'il y a derrière, toute la place du stockage, l'occupation des espaces, et il faut voir quel rôle on donne à la flexibilité et où est-ce qu'on va la chercher pour justement assurer production égale consommation. Sachant que aller chercher de la flexibilité, ça apporte toujours de la résilience au réseau, puisque voilà, c'est plus facile d'équilibrer. Donc je pense qu'il faut le faire. Après, moi je pose la question de jusqu'où on pourra aller là-dedans. Donc là, on a glissé déjà sur la question de est-ce qu'on peut faire du 100% renouvelable ? Et si j'essaie de résumer vos positions telles que je les comprends, Yves Marignac, vous nous dites on peut faire du 100% renouvelable, il faut juste changer un peu les techniques. François-Marie Bréaume, vous dites attention, c'est de l'expérimentation scientifique, industrielle, on ne sait pas encore si on pourra. Et Nicolas Goldberg, vous dites on pourra sans doute, mais à quel prix ? Et le monde que vous dessinez, que vous ébauchez, c'est quand même un monde qui, pour ceux qui nous écoutent, peut peut-être être un peu effrayant. Si on explique aux gens qu'il va falloir à un moment donné se passer de chauffage, je pense que tout le monde commence d'ores et déjà à grelotter. Yves Marignac, c'est vous que je voyais dodeliner de la tête tout à l'heure. Parce que j'ai commencé à travailler sur ces questions, par exemple, à une époque où RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, disait dans ses exercices prévisionnels sur l'évolution de l'équilibre offre-demande d'électricité, puisque RTE a la responsabilité d'assurer cet équilibre, la sécurité d'approvisionnement. RTE disait tout mégawatt d'éolien doit être doublé d'un mégawatt thermique en backup. Et donc, il n'est pas possible d'imaginer un système électrique avec beaucoup d'éolien ou avec beaucoup de renouvelables. Il y a 3 ans, RTE a publié un rapport avec des scénarios à 2035. Un de ces scénarios, qui était un scénario d'arrêt des réacteurs nucléaires à l'atteinte des 40 ans, montrait que, selon les critères de sécurité d'approvisionnement de RTE, qui sont extrêmement rigoureux, peut-être les plus rigoureux du monde,
un système électrique français avec 70% de renouvelables peut fonctionner. Et en fait, moi, ce que j'observe et ce que j'entends dans les réticences ici, c'est le fait qu'on est en permanence sur une espèce de défensive par rapport à des choses qui ne seront peut-être pas possibles. Ce qu'on observe en réalité, c'est un vrai progrès continu des différentes solutions qui forment les briques du système 100% renouvelable tel que je l'évoquais. Sur le power to gas, on est largement au-delà de l'expérimentation scientifique. On a des démonstrateurs industriels et tout le monde a entendu les annonces sur le développement de la filière hydrogène. La filière hydrogène, c'est quand même la première brique du power to gas avec les électrolyseurs. Donc tout ça est en train de se mettre en place et les limites que les uns et les autres fixent reculent chaque jour. Donc voilà, tout ça évolue. Mais pas simple. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est accessible demain. C'est un changement dans notre rapport à ce système. Il ne faut pas aller à 60% de pilotable, mais il faut rendre certains usages pilotables, par exemple, rendre le déclenchement de votre lave-vaisselle pilotable dans la journée pour coïncider avec un moment où le photovoltaïque produit. Je ne pense pas que ça soit une atteinte aux libertés dès lors que c'est automatisé. Donc, voilà, encore une fois, toutes ces briques se mettent en place et c'est vraiment une question de confiance que l'on a ou pas dans la mise en place de ces éléments. En fait, on est sur un débat et un débat argumentatif presque qui est absolument capital. Et Yves Marignac, vous avez prononcé le mot à plusieurs reprises, la confiance. Et moi, l'impression que j'ai, mais vous allez me dire si je me trompe et puis on va y revenir à d'autres moments dans le débat, l'impression que j'ai sur ces questions, c'est qu'il y a des incertitudes. Et que la vérité, c'est qu'il y a des endroits où on ne sait pas. Yves Marignac, vous nous dites, on peut avoir confiance et dire qu'on saura équilibrer un réseau 100% électrique au prix de quelques concessions. On pourrait répondre, oui, c'est un risque qu'on n'a pas envie de prendre. En fait, on arrive sur un choix ce que je dis, c'est qu'on sait déjà que techniquement on peut le faire, oui. Et que donc on peut avoir confiance dans un chemin politique qui nous y amène. François-Marie Bellon, je vous voyais deux lignes de la tête. Vous donnez la parole rapidement, puis on avance. Oui, enfin, juste pour dire que ces scénarios qui disent que le 100% électrique est possible, en fait, la très grande majorité suppose une forte baisse de la consommation électrique. Or, moi, j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure que ce que je voulais, c'était un transfert des usages des énergies carbonées vers l'électricité. Et donc, je suis plutôt favorable à une très forte augmentation de la consommation et donc de la production électrique. En fait, là, ce que vous venez de dire, c'est effectivement... On voit qu'il y a, en fait, ce qu'on découvre en vous écoutant, c'est combien est-ce qu'il y a de paramètres à équilibrer. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on dit que, je le dis vite, on ne va pas pouvoir continuer de mettre de l'essence dans nos voitures, donc il va falloir brancher nos voitures sur des prises de courant, donc ça va faire plus d'énergie à dépenser, et donc ça rend d'autant plus compliqué le fait de diminuer les usages d'électricité. Et je voulais juste ajouter, Nicolas. parce que Yves a dit un mot qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où c'est techniquement faisable, c'est là où le politique doit nous amener. Donc on voit bien qu'on est sur une décision politique, quelque part, et où effectivement, quand on dit 100% renouvelable avec sobriété et efficacité, il faut dessiner un monde qui est compatible. Donc on a parlé du lave-vaisselle. Aujourd'hui, c'est les chauffe-eau qui sont pilotés. Il faut voir jusqu'où on peut aller dans ce pilotage. Alors, on dit peut-être pas 60%, je ne sais pas. Mais on voit bien effectivement qu'il y a une zone d'incertitude. Il y a des décisions politiques. On voit bien qu'électrifier les usages, c'est un moyen de répondre au réchauffement climatique. Et on peut voir comment est-ce qu'on fait pour équilibrer soit le rôle des renouvelables, le rôle du nucléaire, en gardant une base pilotable et en faisant jouer certains rôles aux renouvelables. C'est en tout cas ce que je pense. Ou alors est-ce qu'on se dit, non mais en fait on fait sans le nucléaire, mais du coup on va ailleurs dans le récit politique, dans le pilotage des usages et autres. Mais c'est bien une décision politique. Alors, dans notre débat, il y a un point sur lequel on est passé, j'aimerais revenir dessus pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est le fait que, rappeler que le nucléaire, c'est une énergie décarbonée, et c'est des choses que vous connaissez, mais que peut-être ceux qui nous écoutent ne connaissent pas, je voulais vous montrer à quoi ressemble, aujourd'hui, au moment où on parle, le mix énergétique de la France et de l'Allemagne. Alors, si on peut afficher... Le mix électrique. Le mix électrique de la France et de l'Allemagne. Si on peut afficher peut-être le mix électrique de la France, on va se rendre compte que le mix électrique de la France, il est très largement nucléaire. On a un peu de vent, on a encore un peu de gaz naturel, on a même encore un peu de charbon. Et ce qu'on voit, c'est que l'intensité carbone de notre énergie est assez basse, 84 grammes par tonne, c'est ça ?
grammes par kilowattheure. 84 grammes par kilowattheure. Et maintenant, si on regarde aujourd'hui, donc avant les adaptations des réseaux éventuels dont Yves Marignac vous nous parlez, si on regarde aujourd'hui le mix énergétique de l'Allemagne, on va voir qu'il y a très peu de nucléaire, il y a beaucoup d'énergie fossile et ils ont une intensité carbone qui est beaucoup plus importante, 461 grammes de carbone par kilowattheure, c'est bien ça? C'est ça. Donc là on voit, et c'est au moment où, enfin c'est pas exactement au moment où on parle, c'était la semaine, ah bah voilà. Et donc vous voyez la semaine dernière à 2h de l'après-midi. Et donc vous voyez que c'était un moment qui est pas le moment typique, hein, parce que vous voyez que l'éolien c'est 60 gigawatts installés, donc typiquement le parc éolien est équivalent au parc nucléaire français, c'est le même ordre de grandeur. Simplement, vous voyez que là, c'est un jour où il y avait plutôt peu de vent. C'est pas un jour extrême, ça peut descendre encore moins que ça. Mais vous voyez que malgré ces 60 gigawatts installés, eh ben, la production n'est que de 5 ou 10 gigawatts. Parce qu'il n'y avait pas de vent. Il y a d'autres moments où la situation est beaucoup plus favorable en Allemagne, où vous pouvez aller jusqu'à 50 gigawatts en éolien. Et à ce moment-là, l'intensité carbone ne va pas descendre jusqu'aux intensités équivalentes à celles de la France, mais va descendre à des valeurs qui sont beaucoup plus faibles que celle-là. Donc là, c'est intéressant. Je pense que ça permet de montrer vraiment par des graphiques l'avantage du nucléaire, c'est que ça fait une électricité décarbonée. Et puis l'avantage et le risque de l'éolien, c'est que quand il n'y a pas de vent, il faut utiliser des énergies fossiles. Yves Marignac est un... Oui, il faut quand même mettre ces chiffres en perspective, oui. Parce que ce qui compte, c'est pas les émissions de CO2 de l'électricité, même si c'est évidemment important. Ce qui compte, c'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que quand on regarde les choses, non pas seulement sur l'électricité, mais sur l'ensemble de l'énergie, sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, y compris hors énergie, l'agriculture, l'industrie dont on a parlé, et surtout quand on le regarde en empreinte carbone, c'est-à-dire pas seulement les émissions produites sur notre territoire, mais les émissions qui sont aussi éventuellement produites ailleurs, par exemple en Chine, pour répondre à notre consommation, en réalité, l'empreinte carbone d'un Français et l'empreinte carbone d'un Allemand sont très proches. Et en dehors d'être très proches, ce qui relativise les chiffres qu'on vient de donner, il faut surtout souligner que les deux restent beaucoup trop élevés et que donc le nucléaire, même s'il décarbone l'électricité, est loin, très loin, même en France, où il est le plus développé au monde, d'apporter une réponse au problème de la neutralité carbone que l'on évoquait initialement. Alors, donc... On a beaucoup parlé là, de la faisabilité ou non d'un mix 100% renouvelable. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pistes, ça semble possible, il y a des incertitudes. Et on a vu ici, par le graphique, l'avantage immédiat que procure le nucléaire. Moi, je ne voudrais pas faire ce débat sans nous arrêter aussi sur les inconvénients de l'énergie nucléaire, et notamment les risques. Parce que, pour ceux qui nous écoutent, une partie d'entre eux se disent peut-être, les auditeurs et les auditrices, se disent peut-être, tout ça c'est bien gentil, une énergie décarbonée, le nucléaire peut-être, etc. Mais Tchernobyl, mais Fukushima. Nicolas Goldberg, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez me répondre brièvement et simplement à cette question brève et simple, le nucléaire, est-ce que c'est très dangereux ? C'est quand même une réponse qu'on ne peut pas quantifier. C'est-à-dire, comme vous me dites, c'est très dangereux, et que, ça dépendra de la perception de chacun. Est-ce qu'on s'expose à un risque ? Quelle est sa probabilité ? Quels sont ses impacts ? Dans le management, on fait ça tout le temps, et c'est la question qu'il faut se poser autour de chaque énergie. Il faut qualifier le risque, il faut qualifier quel est son impact, à quoi est-ce qu'on s'expose. Le nucléaire, tout le monde sait que ça produit des déchets, c'est-à-dire qu'il faudra les stocker. Et il y a surtout un récit qu'on raconte autour. Et c'est, vous savez, Macron disait dans son allocution que vous nous avez montré, on a l'image de la fumée qui sort d'une cheminée. Il faut bien voir que tous les réacteurs nucléaires en France n'ont pas des cheminées. Si vous allez à Flamanville, vous avez juste 3 cœurs de réacteurs, vous n'avez pas de cheminée. Dans l'imaginaire, si on remplace la cheminée d'un réacteur nucléaire par un cœur de réacteur, est-ce que ça fera changer la perception des gens que le nucléaire rejette des choses dans l'atmosphère et l'environnement ? C'est ça qu'il faut quantifier, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est aussi un grand rôle de vulgarisation que je pense qu'ont les scientifiques et les industriels, ce qui a complètement pêché ces dernières années, raison pour laquelle tout le monde pense tout le monde pense. Il y a la moitié des Français qui pensent que le nucléaire, ça émet du CO2, et donc du coup, on a
des débats qui n'ont pas lieu d'être sur est-ce que ça émet ou non du CO2. Enfin, on ne devrait pas avoir ce débat. Non, ça n'émet pas de CO2. Point. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire ou non? Non, ça c'est un choix politique et c'est ce dont on débat aujourd'hui. Voilà, c'est plus là-dessus, je pense, qu'il faudrait arriver à déporter le débat. Du coup, je donne la parole à François-Marie Bréon, Yves Mariac. François-Marie Bréon, vous, est-ce que les risques qui sont inhérents au nucléaire, une centrale qui explose, des déchets qu'on produit, est-ce que ces risques vous semblent acceptables? Le nucléaire a l'avantage d'être une énergie extrêmement concentrée. Si elle est une énergie extrêmement concentrée, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, ce risque-là, ce danger, on peut le circonscrire de manière à limiter les risques. Et donc, je prétends que malgré le danger extrême du nucléaire, le risque, il est limité. Et l'expérience montre en fait que ces 50 dernières années, malgré les descriptions apocalyptiques qu'on en fait souvent, le nucléaire a tué beaucoup moins que l'hydraulique. Donc est-ce qu'on demande à sortir de l'hydraulique sous prétexte que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été tuées par des ruptures de barrage? Je ne pense pas. Toujours, il faut mettre en relation le danger, le risque et les bénéfices. Aujourd'hui, vous avez un moyen de transport en France qui tue 3000 personnes par an. Est-ce que c'est acceptable de tuer 3000 personnes par an? Oui, c'est acceptable parce que les bénéfices qu'on tire... On parle de la voiture. Je parle de la voiture. Les bénéfices qu'on tire de la voiture sont extrêmement importants et donc on considère que 3000 morts, c'est acceptable compte tenu des bénéfices qu'on en tire. Le nucléaire, c'est pareil. Oui, il y a des risques. Ces risques, ils sont beaucoup plus limités que les descriptions qu'on en fait souvent, mais les bénéfices sont extrêmement importants. Et pour finir, je voudrais juste dire quelque chose pour montrer que l'énergie nucléaire est très concentrée. Si vous vouliez faire la même quantité d'énergie annuelle avec du solaire, en France, vous avez besoin de 4000 km² de panneaux solaires. 4000 km², c'est 10 fois la zone d'exclusion du Tchernobyl. Donc un impact sur la biodiversité qui n'est pas nul. Yves Marignac, est-ce que les risques et les dangers du nucléaire sont acceptables? D'abord, on voit bien que 4000 km² de photovoltaïque, même si je ne suis pas sûr du chiffre, ne présentent évidemment pas les mêmes risques que des réacteurs nucléaires. Mais le nucléaire, effectivement, intrinsèquement, vient avec 3 risques. Je voudrais mentionner les 3 parce qu'on n'en a évoqué que 2, l'accident et les déchets, et dire que quand même, dans une perspective internationale, pour moi, le premier, c'est le risque de prolifération, c'est-à-dire le risque de détournement des matières et technologies du nucléaire civil pour des usages militaires, et tout l'enjeu géopolitique qui se joue autour de développement du nucléaire dans différents pays, qui, à mon sens, est à la fois historiquement le principal facteur de déploiement du nucléaire dans différents pays et sa principale limite. Donc il y a ce risque-là, mais qui, en France, ne se pose pas On va y chez venir, nous. Il y a le risque des déchets et il y a le risque d'accident. Le risque d'accident, évidemment, un accident nucléaire, ça fait des victimes immédiates, éventuellement, on l'a vu à Tchernobyl, et sur le long terme, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne métrique. Parce qu'effectivement, après, on rentre dans une discussion sur nombre de morts versus d'autres techniques, etc. Il y a quand même une autre façon de voir l'accident nucléaire, et c'est la façon dont le voient les victimes de ces accidents. C'est un événement qui intervient près de chez elles et qui change irrémédiablement et brutalement le cours de leur vie sans qu'elles en aient le choix, puisque à partir du moment où l'accident s'est produit, où la contamination s'est produite, elles doivent soit partir sans que ce soit un projet de vie et donc trouver des conditions de vie dégradées, soit rester dans un environnement économique, social et dans un environnement physique où il faut prendre des précautions, etc., avec un mode de vie également dégradé. Et on ne parle pas forcément de dizaines de personnes, on peut parler de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de personnes. C'est pour ça qu'un accident nucléaire, c'est du point de vue social et économique, un événement majeur pour une économie. L'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'expert public sur ces questions en France, avait, après Fukushima, chiffré à environ 700 milliards d'euros le coût global, toutes incidences comprises, d'un accident de ce type sur un réacteur en France, voilà, pour la société. Donc, c'est majeur. Après, évidemment, c'est un risque faible en probabilité, versus des conséquences majeures. Donc là, on rentre à nouveau dans des choix politiques sur une aversion plus ou moins grande au risque. Simplement, je voudrais souligner que là, on n'a parlé que de l'accident
dont les causes seraient effectivement accidentelles et pas de la malveillance. D'une certaine manière, Nicolas a évoqué la probabilité tout à l'heure. La probabilité qu'un jour, si on garde des installations nucléaires, une attaque malveillante vise une installation nucléaire ou un transport nucléaire, cette probabilité, dans le long terme, elle est proche de 1. Évidemment, il y a beaucoup de secrets défense autour de ça, mais nos installations et les transports en particulier sont très vulnérables à différentes attaques telles qu'on peut les imaginer aujourd'hui. Alors ça, c'est intéressant. Je ne sais pas comment poser la question. Je vais la poser de manière sans doute brutale et donc peut-être erronée. Un 11 septembre en France où un avion ne viserait pas un building mais une installation nucléaire, est-ce que, c'est possible? Est-ce que, 2, c'est très inquiétant? Je vais vous répondre, mais en fait, aujourd'hui, les actes malveillants dans les centrales nucléaires, on en parle beaucoup parce que le risque terroriste est sur la table depuis plusieurs années. Et en fait, moi, je vais poser la question, est-ce que le risque terroriste menace plus nos centrales nucléaires ou nos supermarchés ? Aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment un risque très probable d'attaque terroriste sur un site militarisé en race campagne, ou est-ce que ce qui sera plus visé, ce sera plutôt les centres urbains où il y a beaucoup de densité? Je vais vous dire, j'ai une conviction là-dessus, c'est que on a beaucoup utilisé le risque terroriste pour faire beaucoup de choses sur la surveillance, sur le fichage, sur les manifestations. Moi, je vois que maintenant, on en parle sur les centrales nucléaires. Moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans ce débat, c'est que est-ce qu'on n'utilise pas le risque terroriste justement pour avoir le débat sur la sécurité des centrales nucléaires, alors qu'en fait, la vraie volonté derrière, c'est de sortir du nucléaire pour d'autres raisons. On peut en parler de prolifération, de déchets, d'accidents, mais moi, je suis quand même embêté quand on parle de risque terroriste sur les centrales nucléaires, sachant que c'est des sites militarisés en race campagne. Je pense que ce qui est plutôt ciblé, c'est les supermarchés, c'est les salles de spectacle, et je pense que ce débat, en fait, est un débat qui en cache un autre, de est-ce qu'on veut garder ces centrales nucléaires ou non, pour d'autres raisons, les déchets, l'accident ou la prolifération, où là, je pense que c'est plus la question centrale. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, dans ce débat, j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'il y a de nombreuses zones d'incertitude sur la possibilité de faire fonctionner un réseau 100% renouvelable, sur les attaques et les risques nucléaires en général. Et j'ai l'impression, moi, et vous allez me dire si je me trompe ou pas, qu'il y a des questions où là, on va encore un degré plus loin dans l'incertitude, et j'ai l'impression qu'il est difficile d'y répondre. Et on va aborder ça dans la dernière séquence de cette émission, c'est la séquence « Ce qu'on ne sait pas ». Dans cette séquence « Ce qu'on ne sait pas », j'ai 2 sujets que j'aimerais aborder avec vous, des réponses si possible courtes, brèves, mais claires. En répondant à cette question-là, est-ce qu'on peut répondre à la question? Et la première de ces questions, c'est celle de la construction en France de nouvelles centrales. On n'en a pas encore parlé, mais nos centrales actuelles, notre parc nucléaire, de toute façon, est vieillissant. Donc, si on veut rester dans le nucléaire, il va falloir en construire de nouvelles. Et alors là, moi, j'ai un peu regardé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la construction de centrales nucléaires gérées par la France. Il y en a 2 grandes dont j'aimerais parler. La première, c'est évidemment l'EPR de Flamanville. EPR de Flamanville, début du chantier en 2007, livraison prévue en 2012. Aujourd'hui, on parle au mieux d'une livraison en 2023 et la Cour des comptes a estimé que le coût final, qui était initialement, qui devait être de 3,4 milliards d'euros, dépasserait les 22 milliards d'euros. Deuxième centrale dont on parle moins, c'est l'EPR d'Olkiluoto, en Finlande, qui est aussi gérée par la France. Début du chantier en 2005, livraison prévue en 2009. On estime aujourd'hui qu'elle sera au mieux raccordée au réseau électrique en 2022. La question que j'aimerais vous poser est simple. Est-ce qu'en France, on sait encore construire des centrales nucléaires? Est-ce que ces 2 centrales fonctionneront un jour? Et si tant est qu'elles fonctionnent un jour, est-ce qu'on peut garantir qu'on saura construire ensuite d'autres centrales sans tous les problèmes qu'on a eus? Ça aurait été bien que vous mentionniez aussi 2 autres centrales dont on parle encore moins. C'est les 2 EPR qui ont été construits en Chine et qui fonctionnent sans problème. Je pense qu'il faut commencer par ça. Ensuite, est-ce qu'on saura un jour refaire des centrales nucléaires? Moi, j'ai envie de dire,
Enfin, si on se dit qu'on n'est même plus capable de faire ce qu'on était capable de faire dans les années 70, c'est quand même désespérant. Donc, le pari sur l'avenir, est-ce qu'on est capable de faire un système 100% renouvelable avec du power to gas et compagnie, me paraît infiniment plus grand de se dire qu'on va être capable de refaire ce qu'on a fait dans les années 70. Donc oui, l'EPR en France, l'EPR de Flamanville est une catastrophe industrielle, il faut pas se le cacher. Maintenant, de dire que c'est un truc qui est inéluctable me paraît mal fondé. Nicolas Goldberg, est-ce que vous pensez qu'on réussira à finir ces centrales et que les suivantes, s'il devait y en avoir, la construction se passerait mieux ? En fait, ce qu'on va voir, c'est que là, on est en fin de chantier sur Olkiluoto et Flamanville. Donc, on verra comment ça se termine. Moi, je pense que ça se terminera et que ça produira des kilowattheures. Il y a effectivement aussi les EPR de Taishen. Attendez, je vous coupe parce que moi, je pense que ça se terminera. Ça veut dire que la possibilité que ces centrales ne se terminent jamais et qu'elles ne produisent jamais de l'énergie est sur la table ? Il y a toujours une probabilité. Aujourd'hui, il y a des difficultés sur l'EPR, sur la réparation des soudures. Enfin, j'ai quand même confiance sur le fait qu'on est sur les dernières finitions et que ça va terminer, surtout compte tenu des coûts qu'on a déjà engagés et de tout le matériel qu'on a déjà engagé. Après, il faut voir le retour d'expérience là-dessus. Donc, François-Marie l'a déjà dit, catastrophe industrielle, il faut pas s'en cacher. Effectivement, personne ne nie aujourd'hui que sur le nucléaire, il y a une perte de savoir-faire sur la construction qui est liée au fait qu'on a une Europe désindustrialisée. Donc je ne mets pas que la France là-dedans, je dis on a une Europe désindustrialisée et on a eu une perte de savoir-faire. Et du fait qu'on n'ait pas construit de réacteurs nucléaires pendant longtemps, effectivement, on a perdu ce savoir-faire. Et c'est là que vous voyez bien qu'on est face à une décision politique. Alors est-ce qu'on se dit, on ne sait plus faire, tant pis, on essaye de faire autre chose, ou est-ce qu'on dit non ? On ne sait plus faire. Effectivement, on a essuyé des plâtres sur certains chantiers. Est-ce qu'on se met en ordre de bataille pour se dire qu'on résout ces problèmes-là et qu'on construit des nouveaux réacteurs ? C'est a priori le pari politique qui commence à être fait côté République En Marche. C'est aussi le pari qui commence à être fait ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on construit 2 autres EPR, donc Hinkley Point, et il y a a priori d'autres chantiers qui vont démarrer à Sizewell. À voir si ce sera engagé, mais c'est quand même bien parti. Mais voilà, on est sur un pari politique. Il ne faut pas nier le fait qu'il y a eu des dérives de coûts exceptionnelles. Enfin, je ne dirais pas exceptionnelles, mais il y a eu des dérives de coûts et de planning phénoménal sur les EPR qu'on a construits. Est-ce qu'on se dit, OK, ça n'a pas marché, donc on abandonne, on fait autre chose ? Ou est-ce qu'on se dit, non, au contraire, il faut remettre un billet sur la table et se dire que ces difficultés-là, on va les dépasser en remontant une filière industrielle, parce que c'est bien toute une filière industrielle qui a à reconstruire. La deuxième, donc là, ce qui est intéressant, et j'y reviendrai en conclusion, c'est le mot de Nicolas Goldberg que vous avez employé, le mot de confiance. J'ai confiance, on va y arriver. Mais j'aimerais poser une toute dernière question, qui est celle, et qui moi, est une question qui m'obsède un petit peu, hein, je dois bien le confesser, qui est la question militaire. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Aujourd'hui, la France, c'est une grande puissance militaire, notamment grâce à 3 atouts stratégiques, la bombe nucléaire, les sous-marins à propulsion nucléaire et les porte-avions à propulsion nucléaire. La question que je vous pose, messieurs, est la suivante. Si nous sortons du nucléaire civil, est-ce qu'on peut garantir qu'on continuera de savoir-faire du nucléaire militaire ? Bien évidemment. Pardon. François-Marie Perron ? Bien évidemment. Enfin, tous les pays ont développé l'arme nucléaire avant de développer le nucléaire civil. Donc manifestement, il n'y a pas besoin de nucléaire civil. Je parle surtout des sous-marins et des porte-avions, où là, c'est quand même un réacteur nucléaire à l'intérieur. D'accord, je pensais que vous parliez de la bombe. La bombe, oui, la bombe, je suis d'accord avec vous. Mais le sous-marin et le porte-avions, on a bien un réacteur nucléaire qui propulse le sous-marin ou le porte-avions. Absolument. Est-ce qu'on continuera de savoir le faire si on sort du nucléaire civil ? Je ne sais pas. Moi, je vais répondre aussi que je ne sais pas, mais que, en fait, l'idée derrière le fait de continuer dans le nucléaire, c'est de garder quand même une industrie nationale et un savoir-faire industriel particulier. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de politique derrière et on a beaucoup de projetés, de récits. Ensuite, si on choisit... Si on reste sur le militaire, vraiment. Si on reste sur le militaire,
Je vais vous répondre que j'en sais rien. Après, il y a la question du soft power, parce que, si vous voulez, la puissance géopolitique d'un pays, c'est pas seulement sa frappe nucléaire. Ce qui fait que la Chine a autant d'influence dans certains pays et qu'on se tait parfois sur le génocide des Ouïghours, c'est pas juste parce que la Chine a une armée ou l'arme nucléaire. C'est parce qu'il y a une puissance économique, il y a des exportations, il y a un savoir-faire industriel, c'est l'atelier du monde. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas seulement la puissance militaire qui joue derrière. Donc, et derrière, la question qui se pose au-delà du militaire, j'ai envie de dire, c'est quel soft power de la France dans le monde sans la puissance nucléaire civile et peut-être militaire. Moi, je ne saurais pas faire le lien entre les deux, mais c'est, à mon avis, une question qu'il faut poser pour dire, est-ce qu'on laisse le savoir-faire nucléaire aujourd'hui à la Russie et la Chine, parce qu'on considère que c'est des choses que nous, on ne veut plus faire, ou alors est-ce qu'on se dit, non, mais on le garde, mais pour d'autres raisons que la question seulement énergétique. Yves Marignac ? Alors, d'abord, sur ce point-là, je l'évoquais tout à l'heure, cette dimension géopolitique, c'est pour moi le principal facteur et la principale limite au déploiement du nucléaire dans le monde, parce que quand un pays exporte un réacteur ou quand un pays fournit des services associés au combustible nucléaire, eh bien, il y a une relation d'interdépendance très forte et très durable entre ces pays qui s'établit. Donc ça a été, notamment pendant la guerre froide, un exercice d'influence des deux grandes puissances d'installer des réacteurs dans différents pays. Donc cette dimension, elle existe. La France compte peut-être encore sur cette dimension. Historiquement, elle a assez peu réussi en réalité à en jouer. Et les perspectives qu'elle en joue sont, à mon sens, de plus en plus faibles. Donc ça n'est pas, à mon sens, une raison pour maintenir la filière nucléaire. Sur le nucléaire militaire français, vous avez complètement raison de pointer non seulement la question des matières nucléaires pour la bombe, mais la question de la propulsion. Il y a les déclarations récentes d'Emmanuel Macron, qui est allé à l'usine du Creusot annoncer le lancement d'un nouveau porte-avions et qui a assumé, et c'est une vraie nouveauté depuis au moins 20 ans, ce lien profond entre le nucléaire civil et militaire français au service d'une même idée de souveraineté nationale. Ce qui est intéressant, c'est que ce lien, notamment sous l'angle de la propulsion nucléaire, il a été fait ces dernières années dans deux autres pays, les États-Unis et le Royaume-Uni, à un niveau gouvernemental très élevé, comme par hasard dans les trois démocraties occidentales détentrices de l'arme nucléaire, et comme par hasard au moment où la discussion que nous avions précédemment sur la transition énergétique fait que la perspective d'une sortie du nucléaire civil devient possible et est évoquée dans le débat public. Et le sujet, il est moins technique parce que je pense qu'effectivement, même si aujourd'hui il y a certainement des services croisés, si l'on peut dire, entre le civil et le militaire en France à un niveau relativement faible, le sujet n'est pas une dépendance intrinsèque. On peut imaginer de faire fonctionner le nucléaire militaire sous les deux dimensions que vous évoquiez sans nucléaire civil. Par contre, politiquement, si on arrête le nucléaire civil, alors le nucléaire militaire devient très exposé. Et le débat qui n'existe pas pratiquement en France depuis des décennies sur la pertinence de la dissuasion nucléaire arrive sur la table. Et si vous êtes responsable de la sécurité nationale, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir arriver. Donc vous avez intérêt, même s'il n'y a aucune raison technique, à vouloir que le nucléaire civil se maintienne. Et je pense qu'aujourd'hui, cet aspect-là, très peu discuté, est assez fondamental dans la manière dont les décisions sont réfléchies aujourd'hui sur le sujet. Il faut que nous concluions notre débat, messieurs, mais en vous écoutant, il y a deux choses que je retiens. Déjà, le fait que chacun de vous trois, à un moment ou à un autre, vous êtes amené à dire « j'ai confiance sur le fait que ». Et mon sentiment, en vous écoutant, c'est qu'il y a au fond énormément d'incertitudes et qu'à un moment donné, il faut prendre une décision politique et accepter que... est-ce qu'on peut garantir qu'on saura reconstruire des EPR efficacement ? On ne peut pas le garantir, on peut raisonnablement le penser. Est-ce qu'on peut garantir qu'on saura faire fonctionner un réseau 100% électricité renouvelable ? On ne peut pas le garantir, on peut raisonnablement le penser. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous confronte à nous, dans nos choix politiques, à cette dimension de, à un moment donné, il faut prendre une décision et espérer que ce soit pour le mieux. Et la deuxième question, c'est quand on parle du nucléaire militaire, j'ai l'impression qu'elle n'est jamais posée. La question de si on sort du nucléaire civil, est-ce qu'on peut rester dans le nucléaire militaire ? Alors que, pour moi, qui est un tropisme sciences politiques et géopolitique, cette question, elle me paraît absolument essentielle. Et à un moment donné, il faut expliquer aux gens que la question de sortir ou non du nucléaire amène avec elle des questions géopolitiques, géostratégiques liées à la place de la France dans le monde. Et est-ce qu'on veut que la France soit une grande puissance nucléaire militaire
ou non. En tout cas, je pense que ces questions, elles permettent d'éclairer le débat, peut-être pas de répondre, mais je ne sais pas s'il est possible de répondre à ce débat, en tout cas de donner des clés pour que ceux qui nous écoutent puissent se faire leur idée et leur jugement. Merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup, François-Marie Bréon. Nicolas Goldberg, merci. Yves Marignac, merci. Et quant à nous, on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Viens voir les docteurs.